Bah, merci beaucoup d'avoir chanté. Je sais pas si vous connaissiez les chansons, mais bon, si vous les connaissiez pas, ça en fait des nouvelles que vous connaissez maintenant. Pour susciter l'attention. Exactement. Voilà. Toujours le bon mot. Donc voilà, bah maintenant qu'on a chanté, on peut accueillir Laurent qui va nous donner son exposé pour ce soir. Oui, Voilà. merci beaucoup. Si... Merci d'être venu. Alors, j'ai remarqué que, à travers les différentes discussions que vous avez eues, vous avez touché à pas mal de points dont je voudrais parler. On va essayer de s'intéresser à 3 questions. À quoi exactement on fait attention? Et comment développer une attitude attentive? Et surtout, on va se demander pour quelles raisons, en fait, l'être humain, pour quelles raisons l'attention est si importante. Je pense que vous en avez parlé à cette table à un moment donné, et on va terminer par ça. Alors, je vais parler de 2 formes d'attention qui sont différentes. Pendant longtemps, on a pensé que la personne attentive était attentive uniquement aux détails. Mais maintenant, les gens qui s'intéressent à l'attention disent que c'est une vision erronée. Alfred Capu dit « Le génie chez les uns, c'est une intuition constante. Chez les autres, une constante attention. » En fait, il y a la véritable attention idéale, c'est d'être attentif à la fois à l'ensemble et à chacun. Les personnes qui se perdent trop dans les détails, finalement, oublient le groupe. Il faut être très attentif à l'intérieur comme à l'extérieur, au tout et à la partie, au général et au particulier. Une attention complète, c'est une attention qui combine les deux. Bon, par exemple, vous êtes dans une entreprise. Tout le monde a travaillé, c'est la fin de l'année, et le directeur arrive, et il fait un bilan de l'année. Bon, je pense que tous les employés vont écouter attentivement ce qu'il a à dire. Et en fait, les gens ils ont besoin de 2 discours. D'abord que le patron dise clairement où on va l'année prochaine. Et donc, lui qui a une vision d'ensemble, il doit dire clairement ce que va devenir cette entreprise. Quels sont ses buts. Apparemment, souvent, il n'y a que lui qui peut le dire. Il incarne en fait le but de l'ensemble, il a une vision large. Et tout le monde, sans exception, va faire très attention à ça. Est-ce qu'il a de l'espoir? Est-ce qu'il a des perspectives de croissance? Mais imaginons qu'il s'en tienne là. Il dit, bon ben voilà, j'ai fini, à l'année prochaine. Non, tout le monde va savoir, est-ce qu'il a pensé à remercier les employés? Est-ce qu'il aura un mot pour chacun? Parce que supposons que ce patron, finalement, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est la croissance de son entreprise, mais il ne tient pas vraiment compte des postes de travail de chacun. Il n'a pas trouvé les mots justes pour les secrétaires, pour les cadres, pour les représentants, pour les standardistes. Et tout le monde va dire, je crois qu'il va m'oublier. L'année dernière, déjà, il m'avait oublié, j'aimerais pas qu'il refasse le coup cette année. Donc en fait, les gens attendent qu'il ait un discours pour tous et un petit mot pour chacun, qui trouvent les mots justes, qui vont montrer que en fait, cette personne est attentive à l'aspect humain de l'entreprise. Et donc si l'un ou l'autre manque, eh bien, les gens seront déçus. Alors, il se trouve que dans l'univers, tous les êtres, sans exception, comportent 2 séries de caractéristiques duales. Ce qu'on appelle ici de Sung-Sang et Yung-Sang. En gros, c'est l'esprit et la matière. C'est ce qui définit un être. Et il y a une forme d'attention qui est d'étudier les êtres en eux-mêmes, de comprendre leur identité. Même s'ils font partie de groupes et de sous-groupes, de familles, eh bien, l'attention va du général vers le particulier et vers le plus singulier qui soit. En même temps, tous les êtres forment des relations, et notamment dans une même espèce, entre mâle et femelle. C'est la dualité du yang et du yin. L'univers est structuré comme ça. L'univers va vers la précision maximum. Et il va aussi vers le maximum de relations et d'interactions.
il est constitué de cette façon. C'est ce qu'on appelle le principe de différenciation, qui veut que chaque être soit un corps individuel. On n'est pas dans un univers flou ou vague. C'est un univers où chaque être a sa place, son rôle, et n'est semblable à aucun autre. Les gens qui généralisent, en fait, se trompent d'univers. Ils pensent que, voilà, il n'y a que des lois générales. Non, l'univers est fait d'une multiplicité incroyable de cas particuliers. Donc la personne attentive, elle ne peut que remarquer cela. La science ne peut pas être une science généraliste, qui énonce comme ça des lois. Parce qu'en fait, la création est faite d'une diversité absolument phénoménale. Et il est bon qu'on y soit attentif. Imaginez des supermarchés qui soient tous comme Lidl ou Aide. Chaussures, toutes les mêmes. Dentifrice. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, quoi. La vie serait un peu triste. Imaginez que Julia, elle soit obligée de porter tout le temps l'uniforme. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreilles, pas de bijoux, rien, quoi. Toutes les filles, même standard, quoi. Style Khmer rouge. Ouais, ce serait grave quand même. Ouais. Mais en même temps, il se trouve que on doit faire très attention aussi aux relations qui existent entre tous les êtres. Si vous étudiez la Terre, indépendamment du système solaire, eh bien, vous vous égarez. Par exemple, il a fallu une très grande attention pour qu'on s'aperçoive que la Terre tourne autour du Soleil. C'est paradoxal parce que nous, on a plutôt le sentiment du contraire. On pense que c'est le Soleil qui s'amuse à tourner autour de nous. Ben non. Et beaucoup de gens ne pensaient pas que la Terre était ronde, parce qu'effectivement, quand on est... Enfin, c'est une illusion d'optique. Il faut vraiment se détacher de la Terre. Bon, maintenant, on peut l'observer. Mais imaginez le maximum d'attention que les gens ont dû avoir pour se dire « cette Terre ne doit pas être plate ». Alors, donc, une forme particulière d'attention, c'est d'arriver à saisir la singularité de chaque être et l'unité entre son aspect intérieur, le sum-sam, et son aspect extérieur. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, on a une impression, une intuition. Et il y a des gens qui, tout de suite, au premier regard, ils saisissent presque l'essence même de la personne. D'autres n'ont pas du tout ce sens. Ils ne sont pas du tout observateurs. Ils se trompent à chaque fois. Donc, on apprend finalement, sans être méfiant ou quoi que ce soit. Normalement, c'est une marque d'empathie. On devrait arriver à connaître les gens sans préjugés, en fait. Les accueillir tels qu'ils sont, sans projeter des choses sur eux. Mais on devrait les accueillir avec bienveillance. Et même, pas seulement une personne, mais n'importe quel objet. La curiosité est là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'attention analytique, sélective ou exclusive. Ça veut dire que vous laissez tout tomber pour vous concentrer sur cette chose. Si vous êtes distrait, vous passez à côté. Il faut savoir vraiment se concentrer totalement sur une chose quand il le faut. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous allez arriver à saisir les choses telles qu'elles sont. Et c'est un bonheur, en fait. C'est un vrai bonheur d'arriver à comprendre l'essence d'un être. Quand on en reste à des généralités, on est frustré. On dit des banalités, tout le monde dit la même chose. On attend quelqu'un qui nous dise quelque chose de nouveau et d'original. C'est tellement bien observé. Par exemple, quelqu'un qui vient en France, un étranger, et qui fait une remarque tout à fait juste sur notre pays. Ça peut être décisif. Quelqu'un a enfin tenu un discours original sur la France, basé sur son observation. Parfois, c'est très salutaire. Et donc, c'est un art de saisir l'être en soi et pour soi. Alors pour ça, il faut faire un zoom, il faut être précis. Donc le photographe, c'est quelqu'un qui est captivé par certains détails. Son œil va tout de suite voir
le détail qui intrigue. Nous, souvent, on n'est pas très attentif. Mais un photographe, il a 1000 yeux en quelque sorte. Et soudain, son attention est captée par quelque chose. Ouais. Et pour cela, il faut savoir s'absorber et scruter. Pierre-Gilles de Gennes, qui était un prix Nobel de physique, il a dit qu'il était d'une intelligence moyenne, que par contre, c'était un observateur. Il a dit depuis qu'il était tout petit, il était très curieux de savoir ce qu'il y avait sous les cailloux. Il a vraiment une curiosité insatiable, quoi. Quelle époque? Comment? Quelle époque du tout, ce personnage? Comment? Quelle époque? Ah, il est mort il y a quelques années. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la phénoménologie. C'est un courant philosophique qui s'est beaucoup répandu au XXe siècle. C'était un effort pour voir la synthèse entre l'intérieur et l'extérieur. La pensée phénoménologique va de l'apparence des choses vers leur essence, pour épouser toutes les nuances d'un être. Pas dire des banalités ou des généralités, mais essayer de saisir des instantanés très révélateurs de ce qu'est un phénomène quelconque. Et donc on doit arriver à saisir un être dans son unité et dans sa singularité. Quelle est la personne qui ne cherche pas à être déchiffrée? Supposons que vous ayez des professeurs, bon, ils vous disent des généralités, tiens, toi tu seras, je te verrai bien médecin, oh, puis toi je te verrai ingénieur. Mais supposons qu'un jour vous tombiez sur un professeur qui vous parle de votre destinée. Surtout les jeunes attendent ça. Pas simplement la fonction qu'on va avoir, mais un professeur qui vous dise je vois vraiment de grandes qualités morales en toi. Il prend du temps rien que pour vous. Pas pour vous parler du métier que vous allez avoir, mais il vous dit vraiment je sens que tu as une destinée, pas seulement scolaire ou un métier, mais vraiment, vous sentez qu'il s'intéresse vraiment à vous, quoi. En fait, ce qu'on appelle les Pygmalions, ce sont des personnes déjà d'un certain âge qui veulent promouvoir des jeunes. Ils ont un don d'observation, ils s'intéressent aux jeunes passionnément, ils détectent les talents. Et quelle est la jeune personne qui ne voudrait pas être découverte comme ça? Beaucoup de jeunes veulent attirer l'attention, mais malheureusement, parfois, ça va dans le mauvais sens. Il faut savoir attirer une attention bienveillante qui va vous guider vers les sommets. On voit que Jésus était tellement attentif. Il avait l'art de révéler aux gens une destinée qu'ils ne soupçonnaient pas. Il allait tout de suite à l'essentiel. Il voyait vraiment le potentiel de la personne. Et merci de continuer dans le registre distrait. Alors, William James, justement, sa définition est souvent considérée comme l'une des grandes définitions classiques de l'attention. L'attention est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet parmi plusieurs. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Les parents, par exemple, doivent se montrer attentifs à chacun de leurs enfants. Supposons que vous ayez des parents un peu généralistes. Bon, ils ont 5-6 enfants, et puis en gros, bon, voilà, ça marche, quoi. Mais chaque enfant veut attirer l'attention de son papa ou de sa maman. Une attention détaillée, que le parent soit totalement absorbé par son enfant. Alors, une partie de l'attention consiste à faire le point, la pause, un gros plan. Alors, il y a des domaines où c'est crucial. Par exemple, on a essayé 1000 fois de comprendre exactement comment le président Kennedy avait été assassiné. Peut-être vous avez revu maintes fois le film qui a été pris, l'instant précis où la balle est rentrée dans son crâne. Donc il y a des gens qui ont passé leur temps à étudier milliseconde après milliseconde le film, parce que tout le monde est témoin de cet événement historique, mais aujourd'hui encore il est mystérieux. Et en fait, même la science ne peut pas tout dire. Il y a encore une part de mystère, on ne sait pas combien de tireurs étaient là, enfin peut-être qu'on le sait, mais on n'a pas tout dit. Mais en tout cas, des millions de gens ont été fascinés par cet événement qui a fait basculer le destin de l'Amérique. Et la technologie aujourd'hui permet d'arrêter les images.
par l'espionnage aussi, par les écoutes téléphoniques, même s'il y a du brouillage, vous pouvez capter des voix. Parfois pour sauver des vies en fait. Et donc cette attention-là est extrêmement importante. Francesco Alberoni dit « La créativité est faite d'attention et de respect pour les petits faits de la vie. » Christian Wolff, la faculté de faire qu'un élément reçoive plus de clarté que les autres s'appelle l'attention. Donc la personne attentive, c'est la personne qui va arriver à se concentrer sur ici et maintenant. Au lieu de regarder là et là, en gros, en général, elle va se concentrer sur un point. Et elle va bloquer le temps. Elle fait abstraction de ce qu'il y a eu avant, de ce qu'il y a eu après. Elle est totalement concentrée sur l'instant présent et cet endroit-ci. Donc ça, parfois, c'est très important dans la vie. Une personne qui n'a pas développé cette faculté risque de passer à côté de la vie. Parce que la vie est faite d'instants très cruciaux. Une personne qui est inattentive, qui est distraite, qui pense à autre chose, qui voit les choses de loin, risque de passer totalement à côté de l'occasion décisive dans sa vie. Donc il y a des moments où il faut vraiment être super concentré, et ça se prépare, en fait. Il y a des gens qui ont le don d'être vraiment prêts au bon moment. Et certains sportifs, par exemple, ils ne se perdent pas dans toutes les compétitions. Ils seront vraiment prêts aux Jeux Olympiques. Ça, c'est clair et net. Leurs concurrents le savent. Ils vont vraiment se préparer, ils vont visualiser pendant 4 ans, et au jour J, ils seront vraiment au rendez-vous. Ils vont laisser les miettes de gloire à d'autres, mais le jour où il y a des médailles à gagner, ils seront vraiment là. C'est des tueurs, des artistes de précision, quoi. Et c'est comme ça qu'on devient un très grand sportif, qu'on marque l'histoire. Bon, il y a des gens, au contraire, ils se dispersent, ils font des shows ici, des publicités là. Bon, en fait, ils oublient l'essentiel. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'attention humaine, elle a bien sûr un support physiologique, et le système nerveux aussi. Pourquoi est-ce que l'être humain est un monstre d'attention? C'est déjà parce que notre système nerveux est si complexe, 15 milliards de neurones. L'être humain est le plus subtil de tous les êtres, il a une sensibilité extraordinaire. Bon, bien sûr, par rapport à certains animaux, il nous manque des instincts de base, mais l'être humain est incroyablement sensible. Un rien peut attirer son attention. Et chez l'artiste, c'est surtout la sensibilité aux formes, aux couleurs, aux sons, qui est très poussée. Les artistes sont vraiment des sensuels et des sensibles. Tout petits déjà, ils sont extraordinairement captivés par les sons, les couleurs, et ça touche au langage des émotions. Souvent les poètes, très jeunes, ils ont le sens de l'image, ils ont un imaginaire, ça vient de l'enfance. Ou les musiciens aussi, les peintres. C'est-à-dire que finalement, d'autres gens ne voient pas. Ils voient des couleurs, mais pas plus que ça. Ils entendent des sons, mais ça leur dit rien du tout. Mais un artiste, tout de suite, il va se mettre à faire des mélodies avec ça. Et après, on se dit, ah, mais c'est incroyable. Il a encore trouvé une mélodie fantastique. Comment il fait? Regardez Beethoven, par exemple. La 5e symphonie. Ça a l'air tout bête. C'est idiot comme truc. Encore fallait-il trouver, quoi. Juste 4 ou 5 notes, et voilà le tube qui survit pendant des millénaires. Mais c'est parce que Beethoven était justement une personne, un génie de la musique. Il avait l'art de marier les sons. C'est pas qu'il était sourd. Pardon? Il était sourd à la fin. Oui. Ah, à la fin, À la fin. Ouais. C'est un paradoxe. Comme les peintres qui sont aveugles. Ça peut arriver. Certains étaient aveugles à la fin de leur vie. Ouais. Mais justement, imaginez pour un artiste, le martyr, être sourd quand on est musicien, aveugle quand on est peintre, c'est la pire des punitions, quoi. Ouais. Alors aussi, un artiste, ce qui le caractérise, c'est le petit détail révélateur. Par exemple, Madame Bovary, le chef-d'œuvre de Flaubert, est né d'une petite annonce, un entrefilé dans le journal. Tout le monde avait lu l'article, mais Flaubert, lui, ça l'a mis dans un état incroyable. Il a entendu parler d'une femme qui avait commis l'adultère, voilà, etc. C'est vraiment un truc hyper banal de la bourgeoisie de province.
Lui, tout de suite, son imagination s'est enflammée. Il a dit ça, je vais en faire le grand roman du 19e siècle. Hein. Et il était tellement passionné, c'est lui qui a dit « Madame Bovary, c'est moi ». Il s'est totalement pénétré de ce personnage. Tellement que on a créé le terme bovarisme, parce que à son époque, Flaubert a semblé toucher à l'essence de la condition féminine. Des millions de femmes se sont reconnues dans le portrait de cette femme-là. Aujourd'hui, bon, son roman peut paraître un peu démodé, parce que la condition féminine a évolué, mais à l'époque, il avait vu juste. Il avait vraiment compris ce que ressentent beaucoup de femmes. Alors, chez le scientifique, c'est l'observation des phénomènes qui est très poussée. Et les 5 sens sont en rapport permanent, non pas avec la sensibilité, mais avec les catégories de la raison et de la logique, notamment la loi de cause à effet. Un savant, c'est une personne qui a des pinces intellectuelles très 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 fortes. Il a l'art de trouver des logiques, des relations de cause à effet entre toutes sortes de phénomènes. Parlons maintenant de l'autre forme d'attention, l'attention synthétique, systémique, structuraliste, holistique ou partagée. Holisme, c'est le terme pour l'ensemble, ça vient de l'anglais whole. Et donc, il y a d'autres personnes, enfin, disons, une autre forme d'attention, c'est d'arriver à comprendre un être, justement, en le resituant dans son cadre. Souvent, si vous êtes trop concentré sur une chose, vous avez le nez là devant un truc, finalement, vous ne saisissez pas ce qu'est cet être. Il faut parfois se détacher pour avoir une vision d'ensemble. Et il faut savoir prendre du recul. Alors, par exemple, on a remarqué que certaines personnes ne comprennent pas certains discours, parce qu'elles suivent le discours mot à mot. Elles n'arrivent pas à suivre le fil directeur, se perdent vraiment dans les détails. Et donc elles ne comprennent rien, même si elles sont très attentives. Elles arrivent à comprendre quelques phrases, mais elles ne comprennent pas du tout où l'orateur veut en venir. Vraiment, quand on leur demande, mais tu as compris, ils disent rien, quoi. J'ai tout écouté, mais j'ai rien compris. C'est parce qu'elles n'ont pas le sens de la synthèse. Alors, parfois aussi, on croit avoir compris, mais on a une compréhension littérale ou naïve. Justement, c'est important d'avoir l'esprit critique. Parfois, il y a des gens, ils écoutent un discours, ils disent « Ah, fantastique ce discours, oh là, c'était super, c'était bien. » Quelqu'un à côté va dire « Mais écoute, t'as pas vu toutes les contradictions du bonhomme? À un moment donné, il a dit ça, 10 minutes plus tard, il dit exactement le contraire. » Ah moi, je n'avais pas remarqué. Moi. Ah non, moi, j'étais captivé, oh, c'était génial. Mais maintenant que tu me le dis, ouais, t'as raison, c'est curieux ça. Et puis après, il lui dit, mais pas seulement ça, tu sais qu'il n'a même pas mentionné ce point, donc pourtant c'est sa fonction de le dire. C'est-à-dire, il fait attention au non-dit, à ce qui est passé sous silence. Parfois, quelqu'un vous abreuve de discours, il vous noie le poisson, mais il n'a pas dit la chose qu'il devait dire. Et il y a des gens qui ne voient que du feu, ils trouvent ça formidable. Et d'autres disent, mais attention, il a oublié des points très très importants. Et d'autre part, si vous écoutez quelqu'un attentivement, peut-être qu'il dit une chose aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a dit la fois précédente? Donc il y a une forme d'attention qui est très importante, qui est de se dire, oh là il me dit ça aujourd'hui, mais je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, il m'a dit tout à fait autre chose. C'est bizarre ça. Donc en fait, dans la police scientifique, vous avez des gens qui sont, ou plutôt dans la police, vous avez des gens qui sont vraiment concentrés sur les détails. C'est des tout petits détails sur une scène de crime. Il y en a par exemple qui sont spécialistes des traces de sang. Ça devient une spécialité. Mais finalement, on a encore besoin de raisonnement inductif, de commissaires à l'ancienne, de gens qui, même lorsque toutes les preuves scientifiques sont là, il manque encore quelque chose. Et dans la police, il faut les deux types d'attention. Des généralistes, des intuitifs, des gens qui voient l'ensemble, et des personnes vraiment centrées sur les détails. Alors l'attention synthétique ou partagée,
c'est une attention qui saisit les êtres en relation les uns avec les autres, qui est sensible au contraste et à l'harmonie aussi. Donc pour ça, il faut élargir sa vision, se détacher, prendre du recul. Il faut contraster le yang et le yin, le tout et la partie. Et il faut saisir un être dans son groupe auquel il appartient et quelle est sa fonction. Bon, il y a des personnes justement qui n'arrivent pas à situer les groupes. Ils n'arrivent à se situer que par rapport à des individus, mais ils n'arrivent pas à voir l'ensemble. Mais il y a aussi un autre défaut. C'est par exemple, vous allez maintes fois en Chine, et vous finissez par tenir un discours généraliste sur les Chinois. Bon, je suis allé là-bas, les Chinois sont comme ci, les Chinois sont comme ça. Et quelqu'un va vous dire, mais attends, t'es vraiment allé en Chine? J'ai l'impression que tu n'es pas allé dans telle province, tu n'as pas fait attention à telle ou telle chose. Tu as une vision très très générale de la Chine. Tu crois avoir observé, mais tu n'as pas vu dans les détails. Et en fait, les deux sont nécessaires. Aussi, dans le sport, on a besoin des deux formes d'attention. Surtout dans les sports collectifs rapides. Par exemple, le football, le volleyball, le basketball. Les gestes sont très intenses. C'est sûr qu'un sportif doit toujours, de toute façon, avoir une extraordinaire maîtrise de soi. C'est-à-dire, les sportifs sont des gens qui ont un grand contrôle d'eux-mêmes, la maîtrise, l'assurance, le geste précis, parfait. Ça, c'est vraiment important. Surtout si vous devez marquer un but, par exemple, il faut être d'une précision foudroyante. Je ne sais pas si vous avez vu certaines reprises de volley au football, des gestes d'une adresse incroyable. Ça demande une maîtrise technique formidable. Tous les footballeurs ne sont pas capables de faire ça. Certains sont des monstres de précision. Ils sont redoutables, ils vont toujours trouver l'angle pour frapper exactement là où le goal ne s'attend pas. Ça, c'est vraiment des joueurs qui sont des atouts dans une équipe. Encore faut-il qu'ils aient le sens du collectif. Et ça, c'est autre chose, c'est qu'un très bon joueur va aussi être sensible au schéma tactique, avoir le sens du collectif, l'anticipation, et lire la stratégie adverse. Alors justement, Zidane est considéré comme un très très grand footballeur, parce qu'il avait les deux. Une adresse fabuleuse, c'est un dribbleur extraordinaire, mais en même temps une intelligence du jeu prodigieuse. Comme s'il avait, comme s'il avait vraiment des yeux derrière lui. C'était souvent en position de milieu, de contrôler toute l'équipe. Et donc là, dans les sports, il faut être un joueur très adroit, très précis, et avoir en même temps le sens du collectif. Alors, comment faire attention? Il faut savoir que dans la nature, aucun être n'est isolé. Tout être existe pour interagir avec les autres, s'associer à eux et s'unir à eux. Les principes d'éducation parlent d'une action universelle de donner et recevoir entre partenaire sujet et partenaire objet. Alors, dans la nature, est-ce que les êtres vivants sont attentifs? Certains disent que oui. Alors moi, je ne suis pas si sûr si c'est le bon mot, si c'est le bon adjectif. Ce qu'on peut voir, c'est que tous émettent des signaux, les plantes, les animaux, des signaux visuels, olfactifs, sonores, pour attirer l'attention de leur espèce ou mettre en garde des espèces hostiles. Et puis vous avez un phénomène très intéressant aussi, c'est les dispositifs de certaines plantes ou certains animaux pour se dissimuler. Tout faire pour ne pas attirer l'attention. Stratégie de camouflage. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des poissons qui se confondent absolument avec le sable. Poisson très dangereux en fait. Vous marchez dessus et c'est plein de poisons. Et ce poisson, il est vicieux, il se dissimule. Poisson pierre par exemple. Donc il y a des poissons, ils se fondent complètement dans les coraux. Donc il y a des stratégies des animaux, soit pour se faire voir, soit pour se dissimuler, qu'on ne les voit surtout pas. Alors l'être humain est créé pour interagir, mais lui c'est librement et consciemment et consciencieusement avec ses partenaires. Qui dit liberté et conscience dit attention délibérée et voulue. Très tôt, l'être humain
va être entraîné par ses parents et ses éducateurs à être attentif. Et la personne la plus attentive est celle qui réussira dans la vie. C'est celle qui va s'adapter à tous les environnements, à tous les autres. La personne trop distraite ne pourra pas bien s'insérer. L'attention humaine est l'expression du désir de s'insérer pleinement dans le monde et dans la société. Et en fait, c'est une attention à des valeurs. C'est-à-dire, la personne vraiment attentive, très tôt, la personne vraiment attentive, très tôt, va être interpellée par certaines valeurs. Un enfant attentif, il va observer ses parents. Il va en tirer des conclusions rapides. Il va observer les professeurs. Sa pensée va mûrir. Il va se dire, tiens, la société est comme ça. C'est curieux, les gens disent une chose, ils font autre chose. C'est bizarre, ça. Et cette personne ira loin. Parce que très tôt, elle a eu un don d'observation. Pas simplement de vivre dans le présent. Il y a des enfants, sans qu'on sache, mais très tôt, ils ont un petit journal intime, ils prennent des notes. Et plus tard, on s'est dit, tiens, voilà comment un génie est né parmi nous. Personne qui a regardé la vie avec une attention particulière. Alors les troubles de l'attention sont des troubles de l'action de donner et recevoir et du rapport entre sujet et objet. Dans l'univers, il y a un ordre naturel. Chaque être suit un ordre individuel. Bon, par exemple, la Terre tourne autour d'elle-même. Un ordre horizontal, elle est dans le système solaire. Et un ordre vertical. Elle tourne autour du Soleil. Et il y a une galaxie, etc. Alors, justement, parmi les troubles de l'attention, il y a des gens qui ne se rappellent jamais d'où on vient. Ils ne se rappellent pas les épisodes précédents, d'où on est parti. Mais d'autres, au contraire, ils sont bloqués dans le passé. Et finalement, ils sont hantés par le passé, ils ne peuvent plus vivre dans le présent. Leur attention s'est arrêtée il y a longtemps et ils n'arrivent plus maintenant à vivre dans le présent et dans le futur. Alors, il faut aussi avancer vers le but, mais sans brûler les étapes. Donc finalement, la clé, c'est d'arriver à se situer par rapport à ce d'où l'on vient et ce où on va. Savoir exactement où on en est en ce moment et vivre pleinement ce moment présent en sachant exactement d'où l'on est venu et où est-ce qu'on va. De même, dans une réunion avec un ordre du jour, il y a des gens qui sont attentifs du début à la fin. Il y en a, ils sont attentifs à un moment donné de la discussion, quand c'est leur tour de parler ou quelqu'un qu'ils aiment. Bon. Mais la personne vraiment attentive, elle ne perd pas une miette de toute la réunion. Même quand c'est inintéressant, elle continue à écouter. Parce qu'elle ne veut pas perdre une miette. Elle se rappelle toujours d'où est partie la discussion, où est-ce qu'on doit aller, quel est l'ordre du jour. Et finalement, ce sont ces gens-là qui deviennent leaders. Les autres vont devenir des suiveurs. Ceux qui sont distraits, ceux qui jouent aux cartes, qui regardent leur SMS, un jour, ils vont décrocher. Alors, aussi dans une réunion, il faut faire très attentif à qui on parle, à qui on s'adresse. Parce que parfois, il y a des frictions dans un groupe. Alors, il faut savoir être diplomate. À un moment donné, il y a certaines choses, vous ne pouvez pas les dire, ça risque de blesser un tel ou un tel. Et donc, la personne attentive doit se situer par rapport à ce groupe. Sinon, ça peut faire des frictions. Alors, on peut dire que les sociétés traditionnelles, et notamment asiatiques, sont extrêmement attentives à l'ordre horizontal et vertical, presque trop. Et le génie de la société occidentale, mais trop poussé, c'est l'attention extrême au moi, à l'individualité de chacun. Au point qu'aujourd'hui, en Occident, il faut faire des efforts considérables pour retrouver l'attention à autrui. Beaucoup de gens sont tellement solitaires, n'arrivent plus du tout à se situer dans un groupe. Ont perdu jusqu'au réflexe de parler régulièrement avec d'autres personnes, de communiquer avec les gens. Ils sont tellement habitués à vivre seuls. Certains s'en accommodent. Ils trouvent que la vie, c'est normal comme ça. Ils y trouvent leur avantage. Solitaire, quoi. Au lieu d'être solidaire. On en vient à cette question, pourquoi faire attention ?
Alors récemment, il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'attitude de Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert. Et ils ont abouti à cette conclusion. A wandering mind is an unhappy mind. Un esprit vagabond est un esprit malheureux. Ils se sont aperçus que plus de la moitié des gens ne sont pas tout à fait à ce qu'ils font. Ils font une chose et ils pensent à autre chose. Et on s'est aperçu que ces gens-là ne sont pas heureux. Les gens les plus heureux sont ceux qui sont concentrés. Ça, c'est une étude vraiment intéressante, je trouve. Ouais. Faire quelque chose tout en ayant l'esprit ailleurs est non seulement un signe d'inattention et de distraction, mais un obstacle au bonheur. Et alors, dans la même étude, ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit, quelle est d'après vous l'activité humaine où on est le plus concentré? Où les gens sont le moins distraits? Ouais. C'est pendant les rapports sexuels que l'être humain est le plus concentré. C'est à ce moment-là que tout son être, c'est rare que les gens soient distraits par autre chose. C'est bon signe dans un sens. Alors, d'après les principes de l'unification, l'aspect fondamental du psychisme humain, c'est le cœur, que l'on définit ainsi, l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Donc finalement, l'attention, c'est l'expression du cœur. Et notre cœur peut être attiré par différentes stimulations. Un objet peut nous stimuler intellectuellement, par la vérité, émotionnellement ou esthétiquement par sa beauté, moralement parce qu'il est bon. Et donc les personnes attentives sont des gens qui captent ces valeurs, qui arrivent à extraire d'un objet tout son potentiel de valeur. Mais malheureusement, il arrive qu'on devienne indifférent. On se ferme, on ne pense pas que les objets soient si intéressants que ça. Il y a même des personnes qui tombent volontairement dans l'inattention. Il y a des gens qui se retirent de la société, qui finissent par ne plus s'intéresser à rien, volontairement, à cause de la tristesse, du chagrin, parce que finalement, comme ils n'arrivent plus à aimer, leur sensibilité les fait souffrir. Supposons une personne qui a divorcé, par exemple, même plusieurs fois, eh bien finalement, il ne va plus du tout, il va plus avoir le moindre projet affectif. Du coup, il va se fermer à toute capacité de se remarier. Il va tuer toute sensibilité pour montrer vraiment, je ne suis plus mariable. C'est plus la peine de compter sur moi. Le mariage, c'est fini. Et donc, parfois, il faut lutter de toutes ses forces pour vraiment revenir dans la société. Sinon, finalement, on prend vite l'habitude de se replier sur soi-même. Alors, aussi le point de vue biblique, et ça va expliquer en fait pourquoi l'être humain... Ouais, alors là, tu devras te couper la parole, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait là-dessus. Soyez féconds, on va se retrouver 30-40 milliards sur Terre. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Ouais. Attendez, je vais mettre ça un peu plus foncé. L'Ancien Testament, il y a longtemps qu'il a été écrit. Ouais. Oui. Justement, on peut savoir lire les choses. En fait, la raison principale pour laquelle on doit être attentif, c'est que potentiellement l'être humain doit devenir co-créateur. Et donc, le but ultime de l'attention, c'est d'arriver, pour l'être humain, à partager la condition divine, à devenir comme Dieu, dans un sens. C'est le but ultime de l'attention. L'être humain peut très bien se dire « Oh non, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, on ne m'a pas demandé mon avis. » Dieu, il aurait bien fait de me demander si j'avais envie d'être co-créateur. Mais en fait, c'est la nature humaine qui est ainsi. Soyez féconds, en fait, ça désigne la première bénédiction et la maturité personnelle. Alors, chaque être humain est appelé à construire son moi, mais si possible à l'image de Dieu. D'établir une résonance entre son esprit et son corps,
de sorte que Dieu va se révéler dans ma vie. Pas le Dieu institutionnel, le Dieu de la religion, mais mon Dieu. Jésus disait, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il avait de la chance, lui. Mais en réalité, tout être humain aspire à connaître Dieu de toutes ses forces, dans son cœur, dans son intimité. Jésus disait, le royaume de Dieu est en vous. Il dit, faites pas attention aux autres. Faites attention d'abord à votre propre vie, à cette intimité. Et donc, l'attention, on peut la définir comme une fidélité à soi-même. Il y a des personnes qui, toute leur vie, font très attention à préserver leur intégrité. Faites très très attention à cette voix intérieure. Être vraiment soi-même. Ne jamais sortir du chemin de la conscience. Unir l'esprit et le corps. Avoir une vie centrée, une vie vraie. Il ne s'agit pas simplement d'être un type bien, mais de vraiment vérifier scrupuleusement, je ne fais que devenir la personne que Dieu voulait de moi au départ. Et c'est éternel. Jamais je ne changerai, je resterai toujours fidèle à ma promesse à Dieu. Beaucoup de gens sont devenus des gens très très bien, remarquables, en étant très attentifs, très scrupuleux, malheureusement, sans écouter la voix de Dieu. Mais c'est en même temps, la vie attentive, c'est une vie que je ne cesse de vouloir, de choisir, qui est mienne. Quand bien même ma vie serait l'œuvre de Dieu, c'est avec mon libre consentement. Dieu ne peut rien faire que je n'ai voulu délibérément. Justement, ce qui frappe, c'est que Jésus ne se désigne jamais comme le porte-parole de Dieu. Il dit que tout ce qu'il enseigne, il l'incarne, il le vit. Il le vit au moment présent. Jésus n'était jamais quelqu'un d'inspiré comme ça, une sorte de chaman. À chaque fois, il se portait garant de ce qu'il disait. Il disait que sa vie était l'expression de la vérité. Alors une vie attentive, je dirais que c'est une vie pure, une vie qui est ordonnée, qui est coordonnée, qui est réglée, qui suit des principes. En même temps, c'est une vie libre, réfléchie, responsable et voulue. Et c'est une vie qui est rapportée à Dieu, qui est priée. Et là, on comprend cette phrase énigmatique. L'attention est une forme de prière. L'attention en tout, c'est ce qui nous sauve. La deuxième bénédiction, c'est une vie attentionnée et d'être fidèle aux objets d'amour. Première bénédiction, c'est d'être fidèle à soi-même, mais la deuxième bénédiction, c'est d'être fidèle entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs. Trouver le juste équilibre. Et ici, on comprend pourquoi l'homme et la femme sont super concentrés au moment des rapports sexuels. Pourquoi ? Eh bien, en fait, la raison fondamentale est aussi spirituelle. C'est que dans le plan de Dieu, c'est à ce moment précis que nous sommes destinés à connaître Dieu. Dieu se révèle plus particulièrement lorsque l'homme et la femme ne font plus qu'un. Ce n'est pas uniquement parce qu'une nouvelle vie risque d'être engendrée, que des enfants risquent de naître, que le lignage est à préserver. C'est parce que l'origine, l'endroit où l'homme et la femme s'unissent, c'est là où Dieu se révèle le plus profondément. C'est ça qui rend les rapports sexuels si captivants. C'est parce que normalement, c'est un rendez-vous avec Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est si intéressant. Ce n'est pas uniquement pour des raisons physiologiques. Cela dit, les organes sexuels sont extrêmement sensibles. Ils sont pleins sont gorgés de sang, le système nerveux y est très complexe. Et dans les classifications, on dit que les organes sexuels sont le palais de l'amour, de la vie, du lignage et de la conscience. C'est ça qui est intéressant. Et rapidement sur la troisième bénédiction, pourquoi est-ce que l'être humain fait attention à toute chose ? Parce qu'il est le microcosme, le médiateur et le seigneur des deux mondes. C'est-à-dire que tous les êtres ont été créés par Dieu en fonction de l'être humain, avec l'être humain comme mesure. C'est pour cela que l'être humain, inévitablement, est curieux de tout. C'est plus fort que lui, c'est sa nature. Tout lui dit quelque chose dans l'univers. Les particules, les atomes, les molécules, les plantes, les animaux, tout ça existe pour l'être humain qui existe pour Dieu. Alors finalement,
il y a deux grandes raisons pour nous d'être attentifs. C'est que dans l'idéal, tout ce qui se trouve dans la création ne peut révéler sa valeur qu'à travers l'être humain. C'est à travers l'intelligence, l'émotion, la volonté de l'être humain que les choses acquièrent leur sens et leur valeur. Si l'être humain ne s'y intéresse pas, eh bien finalement, les animaux, les plantes sont orphelins. Ils n'ont pas de maître, ils sont livrés à eux-mêmes. La Bible dit que la création est en l'attente de la révélation des fils de Dieu. Mais une autre raison encore plus fondamentale, c'est que l'être humain est l'être à travers lequel Dieu se révèle. Si l'être humain n'est pas attentif, eh bien Dieu reste un Dieu lointain et vague, un Dieu dont on ne sait rien, un Dieu dont on a entendu parler, il paraît qu'il existe, mais l'être humain doit se décarcasser pour arriver à vivre avec Dieu, de sorte que Dieu puisse se révéler, et pour cela, il doit devenir son enfant. C'est pour cela que Bossuet disait « L'attention en tout, c'est ce qui nous sauve ». Voilà, je vous remercie pour votre attention.